Bienvenue dans Latitude Caraïbes, votre magazine de la mer et de son environnement. Nous sommes à Sainte-Luce dans un cadre idyllique qui colle parfaitement à notre thématique, à savoir les sentiers littoraux. Allez, c'est parti! Vincent Chéry, vous êtes le directeur de l'ONF Martinique. Bienvenue à bord de Latitude Caraïbes. Merci. Je vous propose ainsi qu'à nos téléspectateurs de découvrir notre dossier du mois. Les sentiers littoraux sont nombreux mais méconnus des Martiniquais. Nous allons vous faire découvrir ces chemins que l'on peut visiter en famille. Qui en est responsable? Qui s'occupe de leur entretien? À quoi servent-ils et qui finance leur aménagement? Un dossier de Thomas Turard et Fabien Raymond. Nous sommes de plus en plus nombreux à profiter du littoral martiniquais. Sous-bois, plages, falaises, les chemins empruntés illustrent la variété et la richesse de l'environnement martiniquais. Sur 500 km de côte, aujourd'hui, près d'une centaine sont déjà aménagés en sentiers littoraux. Cependant, seuls 4 de ces sentiers font plus de 10 km. Au nord, le sentier Prêcheur Grand-Rivière joue la carte de la végétation luxuriante et des petites anses d'eau claire. Sur la commune de Trinité, le circuit de la Pointe de la Caravelle résume parfaitement les caractéristiques des paysages martiniquais. Dans le sud, la Trace des Caps offre un parcours sportif sur les plus belles plages de la région. Dans le nord encore, entre Basse-Pointe et le Robert, le sentier littoral du Nord Atlantique nous fait remonter le temps. Ce sentier, qui a été réalisé entre 2004 et 2005, relie 6 communes du Nord, le Robert, la Trinité, Sainte-Marie, le Marigot, le Lorrain et enfin Basse-Pointe. Sur la dernière portion, outre les ruines, la piste est jalonnée de très belles anses. Chalvet, Rivière Rouge, des curiosités que l'on retrouve tout au long du sentier. Fruit de la volonté de la communauté de communes du nord de la Martinique, ce sentier composé de 7 portions et d'une trentaine de kilomètres gagnerait à être plus connu. Le sentier, comme il longe le cordon végétal littoral, c'est principalement une forêt sèche constituée d'arbres qui ont été replantés par l'homme la plupart du temps, parce que la cordon littoral a souvent subi les désirs de l'homme. Un coup il était là, un coup il n'était pas là, il a été remis pour faire des remparts contre les ennemis qui voulaient rentrer. Il a été enlevé pour les besoins de certaines habitations, il a été remis. Enfin, c'est toute une histoire. Donc derrière nous, il y a le poirier pays, ça fait des gousses comme les haricots. Et juste devant nous, là, on a un fromager. Alors c'est pas le fromager des Césaire, mais il est déjà pas mal celui-ci. Tout le long du tronçon, on va découvrir à la fois des vestiges humains, donc des fours à chaud, qui étaient très utilisés à l'époque pour transformer les coquillages en ciment et en pâte pour la construction. On peut retrouver des vestiges d'habitation, donc 16e, 17e siècle. On retrouve ici, c'est des vestiges un peu plus récents, donc 18e siècle de travail de la canne et du rhum. Et on peut aussi retrouver des vestiges à peine plus loin, donc sur le site de Vivet, de présence humaine des Amérindiens. Donc on est sur une zone qui permettait aux bateaux de mouiller assez près, mais pas d'appareiller. Donc il a été mis en place un système de haubans pour essayer, avec des cabestans, de tirer des barges flottantes sur la mer pour porter les chargements facilement jusqu'au bateau et faire les va-et-vient, ainsi de suite. Au détour du sentier, autre curiosité unique en son genre, un viaduc de 40 mètres de long planté en pleine forêt sèche. C'est un viaduc qui a été construit par l'homme au XVIIIe
pour des raisons principalement économiques en fait, d'exploitation de la canne. On a créé ce sentier en fait, pour justement permettre aux gens de découvrir les richesses patrimoniales du Nord Atlantique sur le littoral. Et ensuite, il a été développé une petite plaquette à destination des vacanciers et des gens qui voulaient découvrir pour leur indiquer les différents intérêts patrimoniaux sur le sentier. Mais effectivement, il n'a pas l'aura de certains sentiers qu'il peut y avoir, soit dans la trace des Caps dans le sud, soit les sentiers de la montagne Pelée. Alors, comme son nom l'indique, le sentier littoral, c'est le sentier qui parcourt le trait de côte. Et juste un petit rappel, en Martinique, le trait de côte, ça représente environ 500 km. Donc potentiellement, il y a 500 km de sentier littoral. En pratique, la difficulté auquel on est confronté, c'est la discontinuité. Le sentier littoral est rarement continu parce qu'il y a des points durs, soit anthropiques, c'est-à-dire l'action de l'homme, soit des points durs naturels, des falaises ou des points infranchissables. Depuis la fin des années 80, c'est désormais l'ONF qui gère les sentiers pour le compte du Conseil général, mission qui relève de ses compétences obligatoires. 200 à 300 000 euros par an sont consacrés par le département aux sentiers littoraux et l'entretien pèse lourdement dans ce budget. Pour exemple, le débroussaillage du sentier Prêcheur Grand Rivière coûte en moyenne 3 000 euros par an et par kilomètre. Plaisir et découverte pour le public, les sentiers sont aussi une réappropriation du littoral par l'État. Les sentiers littoraux pour l'État aujourd'hui servent à favoriser une politique publique d'accès à tous au littoral. C'est une constante dans le droit français. Autant la propriété privée est très importante et sacrée, autant le principe d'accès de tous au littoral le devient de plus en plus avec les codifications favorables à la protection de l'environnement, entre autres, donc à la découverte de cet environnement. Depuis la loi littorale 1986, qui est une évolution de la loi de 1976, l'État s'assure, quand il est possible et souhaitable, qu'une servitude, un chemin transversal au rivage, soit aménagé. La loi dit que le littoral appartient à tout le monde. C'est-à-dire que dans le littoral, il faut oublier la notion géographique. Il faut entendre la notion juridique. La loi dit comment ça doit se faire. Il y a des normes de recul, il y a des normes techniques, il y a des procédures administratives de publicité, d'enquête publique. Enfin, il y a un cadrage particulier qui permet d'imposer le passage de tous sur le littoral en respectant le droit à la propriété privée. Pour les prochaines années, l'ADA a commandé une étude pour l'extension et l'amélioration de plusieurs sentiers existants. Parmi les projets qui pourraient être retenus, la trace des Caps, reliant la ville de Sainte-Anne à la plage de Macabou, serait prolongée jusqu'au bourg du Vauclin. Coût estimé un peu plus de 330 000 euros. Deuxième priorité, la réalisation d'une liaison entre le bourg de la Trinité et la presqu'île de la Caravelle pour un peu moins de 300 000 euros. Et enfin, troisième priorité, la jonction Anscafard-Taupinière en passant par le bourg du Diamant, soit plus de 250 000 euros. En revanche, la réalisation d'ouvrages pour franchir les nombreuses rivières coupant par endroits le sentier du Nord Atlantique est pour l'instant recalée car trop cher. Le montant des réalisations retenues serait supérieur à 800 000 euros avec un début de travaux dès 2013. Pour autant, la création de ces servitudes n'est pas toujours aisée. Ces sentiers peuvent rencontrer des difficultés diverses. Il y a des blocages, on va dire, embêtants, c'est le relief. Il y a des endroits comme ici où on est en falaise. Il faut des investissements peut-être parfois trop coûteux. L'autre problème embêtant, quand une maison arrive les pieds dans l'eau, évidemment, on a du mal à passer sur la propriété et à appliquer la servitude parce qu'on n'est pas dans la distance de tranquillité. Même si le propriétaire n'est pas forcément chez lui, ça se règle plutôt par la négociation plutôt que par la contrainte, donc c'est long. Donc là, vous avez vu que nous arrivons sur un point de blocage par rapport à un empiètement qui a été fait sur le domaine public, donc avec une terrasse qui a été mise en place, alors qui empêche, qui est un obstacle pour la circulation et la mise en place de la servitude de passage. Ce qu'on avait dit, pour faire avancer les choses, c'est qu'on allait privilégier le contournement. Dans un premier temps, peut-être Voilà, pour pouvoir pour que le sentier éviter, fonctionne, voilà, et qu'on allait engager négocier. négociation et contentieux avec si ça ne donne pas. Tout à fait. En attendant, on a toujours la possibilité de passer derrière, mais pouvoir négocier ici le passage.
Est-ce que l'encorbellement va coûter trop cher? Non, à mon pas avis, et possible. la mise en sécurité c'est compliqué parce que si on envoie les gens à l'extérieur. Par contre, la clôture décalée, ça peut être la meilleure solution. Si ici le résident s'est approprié le littoral, un peu plus loin, d'autres riverains plus avisés respectent le droit de passage. On se retrouve dans un cas de figure un petit peu différent de ce qu'on a vu jusque-là. C'est-à-dire que là, on est sur un sentier littoral qui est accepté et toléré par les riverains et donc du coup même qui en arrive à l'utiliser et à l'entretenir. Autre lieu, autre cas. À Sainte-Luce, le sentier pédestre, très fréquenté par les joggeurs, est interrompu par un bloc de plusieurs maisons en bord de mer. Il y a un certain nombre de maisons, d'habitations, qui auparavant étaient loin du rivage de la mer. Entre-temps, il y a eu de l'érosion et je me souviens bien, puisqu'on a des photos qui l'attestent, qu'il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années de ça, ces maisons étaient à une trentaine, une quarantaine de mètres du rivage de la mer. Et donc aujourd'hui, avec l'érosion, ça pose un vrai problème et nous avons commencé une discussion avec les riverains pour voir dans quelle mesure on peut accommoder le passage de sentier avec la tranquillité de ces riverains. Les propriétaires comme M. Saint-Cyr voient d'un très mauvais œil la création de ce sentier littoral qui pourrait nuire à leur tranquillité. Ce sentier reculerait les limites actuelles du terrain de 3 mètres. Ce qui ferait qu'à l'heure actuelle, je me retrouverais avec un sentier littoral, des riverains qui passeraient dans mon jardin. Je ne m'imagine pas qu'en me levant, prenant mon café le matin, j'ai des gens qui puissent passer devant la maison. Pour moi, c'est une aberration que de vouloir faire ce sentier littoral. Ici aussi, les négociations sont en cours et en attendant, les usagers du sentier utilisent un chemin transversal permettant le contournement de ces maisons. Il y a des contentieux, il y a eu des problèmes de contentieux par-ci, par-là, qui se sont résolus de façon diverse et variée, mais il n'y a pas encore eu une armée de propriétaires bienveillants qui enlèvent les clôtures ou qui cassent son mur, ni une armée de la force publique réquisitionnant un entrepreneur pour démonter quelques maisons que ce soit. On espère qu'on n'arrivera pas à ça. Il faudrait éviter. Construit en 1999, le sentier de Sainte-Luce, qui traverse plusieurs anses accueillantes, rappelle que les sentiers créés peuvent aussi être un atout pour la commune et l'île. Tous les matins, et encore plus le mercredi, le samedi et le dimanche, c'est une file continue de personnes qui passent, soit en marchant, soit en courant, parfois même à vélo, et donc qui parcourent ce sentier. On y vient de toute la Martinique et on y vient également de l'extérieur, puisque les touristes se font souvent un plaisir de venir sur le sentier pédestre. À l'avenir, il faut que de plus en plus, les opérateurs, les commerçants, les logeurs, les restaurateurs, tout ça, ils prennent comme leur affaire cette exploitation du sentier. L'analyse des fréquentations réalisée par l'ONF sur les sentiers les plus populaires illustre bien le potentiel de ces lieux. On s'aperçoit qu'il y a un double impact du sentier de randonnée. Un impact touristique. Des gens viennent spécialement dans les îles de la Caraïbe pour faire du trek. C'est très connu en Dominique, par exemple. C'est un peu moins connu en Martinique. On va essayer justement par l'attrait du centre littoral de développer cet aspect-là, touristique. Et puis il y a aussi beaucoup de randonneurs locaux. Il y a notamment des clubs sportifs. Je pense au Manicou, je pense à la Transmartinique, je pense au Chimbered, etc. Et puis des gens comme vous et moi qui sont bien contents de trouver des sentiers entretenus, sécurisés, fléchés, qui permettent, encore une fois, sur une petite heure, sur quelques heures, sur une journée complète, de faire une randonnée de loisirs. Du nord au sud, les sentiers de la Martinique, grâce à leur faune, leur flore et leurs vestiges à travers les époques, semblent être une véritable opportunité de développement durable. Du sport, de la découverte, de la culture, un vaste choix. Vincent Chéry, nous venons de le voir dans notre dossier. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes que vous avez plutôt un rôle d'exécutant et de gardien en la matière ? Alors c'est un résumé un peu schématique, mais c'est pas faux. Déjà, premièrement, sur les sentiers du littoral, ce qu'on a vu dans le reportage, c'est que cela dépend largement
du propriétaire, j'allais dire. Donc on a vu que l'État pouvait être maître d'ouvrage, avoir la responsabilité donc de ces sentiers. Et puis également l'ONF pour la partie qui est en forêt domaniale du littoral. Également le conservatoire du littoral a un rôle. Et là-dessus l'ONF pour la partie forêt domaniale du littoral, là effectivement on a un rôle de gardien parce qu'on s'occupe des problématiques foncières notamment. Et puis également l'ONF a un rôle, j'allais dire, de chef de chantier, d'opérateur, d'exécutant, de réalisation des travaux. Est-ce que l'ONF Martinique voudrait avoir un rôle un peu plus important de décideur en la matière? Non, ce n'est pas notre rôle. Une fois de plus, l'ONF n'est pas légitime à être décideur. L'ONF est légitime effectivement à être le gardien, comme vous dites, d'un foncier dont l'État lui a confié la charge. L'ONF peut avoir la vocation de réaliser, comme on l'a vu également, des chantiers, d'aménager, de baliser, pour peu qu'on le lui demande. L'ONF n'a pas vocation à être décideur seul sur ses affaires. Par contre, il peut avoir un rôle de conseiller, effectivement, auprès de l'État, auprès des élus sur ce type de dossier. Alors c'est vrai en la matière, il y a beaucoup d'intervenants. Nous sommes par exemple sur le territoire de Sainte-Luce. S'il n'y avait pas eu cette volonté politique, eh bien ce sentier n'existerait pas. Évidemment, on le voit dans le reportage lorsqu'il s'agit de négocier, de discuter avec des riverains qui acceptent plus ou moins bien ce genre de négociation, ce genre de projet. Les élus locaux ont un rôle éminent pour porter effectivement ce type de dossier. Un autre point qui doit être souligné, c'est le rôle du département, du conseil général, qui lui est l'ensemblier sur l'ensemble de ces sentiers et donc qui est largement, on l'a vu dans le dossier également, le financeur de ces projets et le financeur, on va dire, de la communication sur ce plan d'itinéraire pédestre et de randonnée. Encore une fois, tout cela n'est pas facile. Est-ce que vous êtes optimiste en la matière? C'est-à-dire, est-ce que tout ce petit monde va arriver quand même à trouver un consensus? Ah mais optimiste, on ne peut que l'être. D'ores et déjà, il y a des portions de sentiers du littoral qui existent. Qui fonctionnent et on le voit à côté de nous qui sont utilisés. Donc oui, l'optimisme est de mise. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des points durs. Alors, j'allais dire, inutile de se casser le nez sur des dossiers qui n'aboutiront jamais. Je pense qu'une fois de plus, c'est avec la volonté de tous qu'on doit y arriver. Et là-dessus, oui, on ne peut être qu'optimiste. Alors, ces sentiers, on a vu également, eh bien, peuvent être pour les familles, donc en termes de loisirs, quelque chose d'assez exceptionnel. Mais il y a aussi un enjeu public qui est celui de la santé. Mais évidemment, je crois que sur les sentiers, on présente beaucoup ce genre d'activité comme un loisir, au même titre que d'autres loisirs. Je crois que là, on est vraiment sur un loisir qui permet effectivement d'avoir une activité physique. Et ça, on sait combien les problèmes de surpoids, d'obésité peuvent être importants. Je crois que c'est quand même fondamental que les habitants, que les touristes profitent de leur séjour et profitent de ces sentiers pour retrouver un minimum d'activité physique. Je crois qu'il y a un enjeu d'appropriation. Voir finalement son territoire, découvrir son territoire, et puis il y a un enjeu d'éducation à l'environnement. Donc cette affaire de sentier du littoral va bien au-delà de la simple activité de marche pédestre. On est bien sur une appropriation d'un territoire et effectivement sur un enjeu de santé publique. Vincent Chéry, pour en terminer, un message peut-être auprès de nos téléspectateurs, un message pour leur dire eh bien attention à nos sentiers. Alors oui, mais premièrement, j'allais dire le premier message, c'est profitez-en. Il y a un vrai patrimoine et c'est avec l'aide de tous effectivement qu'on fait aussi avancer ce type de dossier. Plus les gens apprécient ces sentiers du littoral, et bien effectivement, plus on pourra faire avancer ce genre de dossier. Après, l'attention, c'est général à toutes les pratiques en espace naturel. Donc effectivement, pas de campement, pas de feu au sol, un respect de la nature très classique, emporter les déchets. Je crois que ça c'est effectivement le b.a.-ba. Et puis j'allais dire quelques règles de prudence avec la météo, bien se renseigner sur l'état du sentier et être conscient de son propre état physique aussi avant de s'aventurer. Et après, une fois de plus, que tout le monde en profite. Vincent Chéry, merci à vous. Merci de votre accueil. Je vous propose maintenant de nous arrêter sur l'un des plus beaux sentiers de la Martinique. Celui-ci part du Prêcheur, passe par l'Anse-Couleuvre et arrive à Grand-Rivière, un sujet de Laure Martin-Hernandez.
La pointe nord de la Martinique. Ici, à Grand-Rivière, au pied de la montagne Pelée, la route s'arrête pour céder la place à 18 km de falaise dans une forêt dense et protégée. Pour la traverser et rejoindre le prêcheur sur la côte Caraïbe, une seule solution, enfiler de bonnes chaussures. La randonnée peut prendre entre 4 et 6 heures de marche, un effort récompensé. Ce sentier, il passe de point de vue où on voit la mer, où on aperçoit les canaux, ou les plages, ou les anses, jusque dans des creux où on est vraiment dans la forêt, on se sent tout petit au milieu des grands arbres. Si on veut vraiment découvrir une Martinique authentique telle que les Amérindiens l'avaient découverte, c'est ici qu'il faut venir. C'est un sentier à découvrir tout seul, en famille, sportivement ou au rythme tranquille. C'est vraiment le sentier à faire en Martinique. Le parcours permet de pénétrer cette forêt tropicale humide, plantée de châtaigniers, de fromagers, de bambous et de manguiers. Le territoire des matoutou-falaises, des oiseaux carouges ou de chauves-souris uniques au monde. En plus de ce séjour en pleine nature, la balade s'enrichit d'un voyage dans l'histoire. À moins de 2 km de Grand-Rivière, une ancienne habitation sucrière est en cours de rénovation. 9 jeunes, originaires de la commune, mènent un chantier école pour consolider les ruines de l'ancienne distillerie. Au début, on est arrivé, il y avait 2 maisons remplies de terre et de pierre. On est obligé de démonter, d'enlever la terre, les pierres pour voir à peu près comme on allait entamer les ruines. Et puis jusqu'à maintenant, c'est la même chose qu'on fait. On démonte, on remonte et puis voilà. Le chantier a débuté en novembre sous l'autorité du propriétaire des lieux. Bonjour Marie-Michel. Le Conservatoire du Littoral possède ses 800 hectares de forêt inhabitée. Il consolide ses ruines avec l'accompagnement du ministère de la Culture. Cette habitation, elle est représentative de toutes ces habitations qui se situent entre Prêcheur et Grand-Rivière. C'était des habitations d'une part vivrières avec du café, puis au début du XVIIIe siècle, c'est la canne à sucre qui est adoptée, on fait du sucre, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Après, on revient à une production beaucoup plus vivrière pour ensuite adopter le rhum. Si aujourd'hui le Grand Nord de la Martinique est la zone la moins peuplée de l'île, au XVIIe siècle, c'est là, sur ces pentes fertiles, que s'installèrent les premiers colons européens. Tout le nord de l'île est occupé par une succession d'habitations qui ne sont plus du tout visibles, mais qui sont bien présentes. Le conservatoire, pour l'instant, n'a pas vocation à travailler sur toutes ces, parce que c'est beaucoup de travail, mais au moins de faire découvrir les 2 points de départ, donc côté Anse-Couleuvre et aujourd'hui côté Font-Moulin. Les travaux de consolidation des ruines devraient s'achever en novembre. Des panneaux seront ensuite placés pour expliquer le site aux visiteurs. Et ils pourraient être de plus en plus nombreux. Font-Moulin est en effet au centre d'une nouvelle balade, une boucle d'1 heure de marche au départ de Grand-Rivière. Et il faut savoir que beaucoup de personnes n'ont pas la possibilité de faire ce grand cheminement, donc ils préfèrent une petite promenade plus accessible. Et la petite boucle qui relie à la fois les ruines et les activités agricoles du site permettent au grand public de découvrir un patrimoine naturel exceptionnel, mais aussi de découvrir l'histoire des lieux à travers cette habitation. Et pour les plus courageux, le parcours reste ouvert. Les 6 heures de marche entre Volcan et Embrun conduisent au Prêcheur sur les terres de l'ancienne habitation de l'Anse-Couleuvre. Une grande marche ponctuée d'histoire, 100% nature. Marie-Claire Parsemin, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, vous êtes responsable du service tourisme, cadre de vie et protection de l'environnement au Conseil général. J'en ai rien oublié. C'est exact, tout à fait. Peut-on savoir quel est votre domaine exact? Le Conseil général a comme compétence obligatoire l'accueil, la gestion des espaces naturels sensibles. Les espaces naturels sensibles regroupent les sentiers de randonnée, dont certains sont sur le domaine du littoral de la Martinique, tout à fait. Marie-Claire Parsemin, nous sommes à l'aube, si je puis dire, d'une assemblée unique. Est-ce que cela va changer en quoi que ce soit? Est-ce qu'il y aura des restrictions budgétaires? Cela, je ne peux encore vous le dire. Toutefois, il se trouve que la loi prévoit que la fusion intègre les compétences obligatoires déjà des 2 collectivités et la protection des espaces naturels sensibles en fait partie. Compétence ne veut pas dire budget, on est bien d'accord.
Tout à fait. Compétence ne veut pas dire budget, mais il y a un budget qui est prévu pour la simple et bonne raison qu'il existe une taxe qui est prélevée sur toutes les constructions nouvelles, permettant donc de financer l'accueil du public, la gestion et la protection des espaces naturels sensibles. Si je comprends bien, si je veux construire ma maison demain, je devrais payer une taxe pour pouvoir, comme tout un chacun, bénéficier de ces sentiers littoraux. Il vous faudra payer, en effet, mais ne vous en faites pas, cette taxe est extrêmement faible. Dites-moi, en matière de financement, eh bien, vous avez en charge les sentiers littoraux. Peut-on avoir une idée de ce financement en termes de chiffres ? Oui, 56 000 € au minimum concernant les 2 sentiers littoraux que suit le département, qui sont le sentier Prêcheur-Grand-Rivière et la Trace des Caps. C'est très bien tout cela, mais est-ce suffisant ? C'est déjà pas mal, puisque cela permet aux Martiniquais comme à nos visiteurs de visiter, de découvrir le littoral martiniquais dans des espaces très différents, puisque le nord, comme l'on sait, c'est un endroit qui est très vert, où nous avons de la forêt, alors qu'au sud, nous avons plutôt des savanes. Donc, effectivement, nous pouvons assurer un service minimum, si on peut dire, en matière de découverte de l'île. Dites-moi, j'aimerais que nous parlions avec vous maintenant de grands projets en ce qui concerne le Conseil général. Les sentiers littoraux sont pour les Martiniquais, mais pas seulement. Et vous avez prévu à cet effet eh bien, un agrandissement, une amélioration de certains sentiers. Tout à fait. Nous avons un grand projet qui est le sentier de grande randonnée prévu pour traverser le grand nord de la Martinique depuis Prêcheur-Grand-Rivière jusqu'à Absalon. Et ce grand sentier va raccorder en quelque sorte environ 8 à 9 sentiers qui traversent la montagne pelée et les pitons du Carbet. Alors c'est vrai que c'est un grand projet. Où en sommes-nous à l'heure actuelle? En études, en ouverture de chantier? Nous sommes actuellement en phase d'études en collaboration avec l'ONF qui a déjà bien avancé sur ce dossier et c'est en tout un chantier qui devrait être aux alentours des 200 000 €. Une idée peut-être de la durée de ce chantier? Ce chantier est prévu pour environ 2 ans de travaux. Alors c'est vrai que tous ceux qui nous regardent en ce moment se disent que c'est formidable, nous pourrons profiter bien entendu de toutes ces améliorations, mais ça n'est pas uniquement pour les locaux bien entendu. Eh bien, en principe, lorsque vous aménagez un territoire, vous l'aménagez pour sa population, mais ce sont des équipements qui peuvent être partagés avec les visiteurs. Et c'est là tout l'intérêt d'un équipement touristique, de découverte du milieu naturel. Il faut que tout le monde en profite sans distinction. Alors, réservé pas seulement aux locaux, mais également donc aux touristes, d'où votre slogan « Martinique, terre de randonneurs ». Martinique, terre de randonneurs, Martinique, terre de randonnée. En effet, le Conseil général doit effectivement équiper, puisqu'elle a les finances pour cela, la Martinique de manière à ce que tout public, qu'il soit un public local ou un public de visiteurs, puisse profiter et découvrir les richesses du patrimoine naturel de l'île. Marie-Claire Parsemin, je vous remercie. Je vous remercie également. Les sentiers doivent être entretenus. Je vous propose de parler érosion. Les sentiers ils sont soumis donc aux caprices climatiques, mais aussi au non-respect des lois des constructions. Un sujet de Anne-Sophie Bélanger. Le François, 36 km de côte, l'une des communes les plus ouvertes sur le littoral. Un Éden pour les randonneurs, pas tout à fait, car la balade est de courte durée, l'horizon souvent bouché. Nous tombons au bout de la route, dans un cul-de-sac. La route est en forme de fourche, donc à droite on tombe sur un portail d'une maison, d'une résidence secondaire, et à gauche aussi l'accès d'une propriété privée. C'est dommage que cette route ne fasse pas le tour de la pointe, parce qu'on a de superbes sites à découvrir. Alors on se heurte au problème d'urbanisation sauvage. Difficile pour les sentiers de se frayer un chemin dans cette côte urbanisée. Près de 15% de la population en Martinique vit dans cette zone des 50 pas géométriques.
Simon Rial s'est accaparé ce terrain à mansarde dans les années 70. Aujourd'hui, l'agence des 50 pas est sur le point de lui accorder un droit de propriété, mais il a dû faire une concession, quelques mètres de son jardin sur le bornage de son terrain, pour permettre l'aménagement d'un sentier littoral. On a tenu compte de la construction, mais on n'a pas pu te donner le jardin que tu avais jusqu'à présent bien entretenu, parce qu'il faut laisser... Si Simon Rial est aujourd'hui si disposé à sacrifier ses bananiers, il aura fallu des années de travail sur le terrain pour le convaincre, lui et les autres habitants du quartier. Ça s'est passé à douceur. Le projet était compris, on avait une longue expérience de vie commune, on peut dire. On peut dire que j'étais de 2005 à 2011, j'ai été sur ce terrain présente de façon hebdomadaire. Il a fallu donc négocier sur des vérandas, négocier sur des escaliers. Mais pour qu'il puisse avoir le terrain, être régularisé, il faut aussi accepter de ne pas tout occuper. Au-delà de mettre en valeur ce littoral, de le rendre à la population, ce fameux sentier des douaniers, c'est le garant d'une frontière bien fragile. La colonisation massive du littoral, les opérations de déboisement ont stimulé l'agressivité de la mer. Aujourd'hui, prendre ce recul, c'est aussi conclure une trêve. À terme, nous envisageons d'utiliser ce foncier, ne serait-ce que pour aménager, aussi diminuer les risques d'érosion et d'inondation sur ces constructions existantes. Cette guerre d'usure, certains quartiers plus loin sur la côte l'ont déjà perdue. L'érosion menace aussi les plus beaux sites du littoral, le Tombolo par exemple. Aujourd'hui, c'est un paysage lunaire qui voit ses contours se réduire de plus en plus sous l'effet des conditions climatiques, mais aussi sous les pas de l'homme. L'ONF a décidé d'y réaménager un sentier. Les gens, lorsque le Tombolo était accessible, s'éparpillaient un peu partout sur l'île et les sols s'érodent très très facilement. Donc l'objectif des aménagements que nous menons actuellement, c'est de protéger la biodiversité, notamment en isolant complètement la zone de nidification des oiseaux, et faire des cheminements piétons pour limiter l'érosion par le piétinement. Préserver mais aussi restaurer les sols, les consolider grâce à des matériaux comme le bois, le grillage, les fines, des barrières végétales. Ces techniques, les agents de l'ONF les tiennent du milieu montagnard. On a installé de la végétation artificiellement, mais naturellement elle va venir. Ça va apporter de l'humus, ça va constituer un sol, et petit à petit on va recréer une petite forêt. Et à partir du moment où il y a une ambiance forestière, il y a de l'humus, il y a un sol qui s'est créé. Les végétaux se protègent les uns des autres, ils font un gainage naturel et les grands arbres vont commencer à pouvoir s'installer. Une action qui n'empêchera pas l'éternel cycle de construction-déconstruction de la mer, mais qui permettra de ralentir ce phénomène pour préserver ce patrimoine naturel. Le Tombolo, une curiosité qui aura surtout préservé le bourg de Sainte-Marie de siècles d'érosion et évité que les chemins vers la mer ne se transforment en impasse. Mono Vincent, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes le directeur de l'animation du Parc naturel régional de la Martinique. Nous avons vu avec le Conseil général son rôle en ce qui concerne les sentiers. Je voudrais que vous nous parliez de votre domaine de prédilection, c'est-à-dire la randonnée. En effet, le Parc naturel régional, depuis sa création, a propulsé le développement de la pratique de la randonnée à la Martinique. Pourquoi ? Le Parc naturel régional a pour mission de contribuer à la connaissance du patrimoine naturel et culturel de la Martinique, de contribuer à sa protection et de contribuer à sa valorisation. Pour cela, il est nécessaire que la population ait une connaissance de ce patrimoine. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes champion en protection de l'environnement alors ? Je pense qu'au bout d'une trentaine d'années, on a fait nos preuves au niveau du Parc naturel régional et nous sommes reconnus comme un organe qui intervient de manière permanente en ce qui concerne la protection, la connaissance, la protection et la valorisation et surtout à partir des activités de terrain comme la randonnée pédestre. Alors, on parle à l'heure actuelle beaucoup de tourisme, de valorisation du patrimoine. Qu'en est-il en ce qui vous concerne ? Nous, c'est vrai que nous pratiquons la protection du patrimoine sur le terrain avec différents aspects. Notamment sur ce côté littoral, nous avons la réserve naturelle de la Caravelle où il y a un circuit de découverte, mais on est action de protection aussi de cette réserve. Nous avons actuellement une réserve en cours de réalisation qui est la réserve de la baie de Génipa. Et puis nous avons une troisième réserve qui existe, qui est la réserve ornithologique de Sainte-Anne. Par rapport à tout ça, nous avons une action permanente de sensibilisation à la protection de l'environnement à différents niveaux. À différents niveaux en ce qui concerne d'une part la jeunesse, les jeunes, par le biais des écoles, des associations,
Et puis, à un autre niveau, auprès des associations qui, le week-end, partent à la découverte avec le public, découvrir le pays. Et enfin, il y a une sensibilisation qui est développée aussi au niveau des touristes. Car il est nécessaire de protéger notre environnement, car en quelque part, c'est notre fonds de commerce. Qui dit tourisme dit office. Quelles sont vos relations avec ces derniers? Nous avons une relation permanente et particulière. Nous sommes premièrement, membres du conseil d'administration de la Fédération des offices de tourisme de la Martinique. Mais il faut savoir aussi que c'est le parc naturel régional, aux années 84, qui a impulsé la création de l'ensemble du réseau sur le territoire de la Martinique. Pourquoi? Parce que le parc a une mission d'accueil sur le territoire qui nous concerne. Et pour assurer cette mission d'accueil, c'est avant tout par le biais des réseaux associatifs. Donc nous sommes attachés à développer ce réseau et nous les accompagnons dans les actions qu'ils mettent en place. Et notamment ce qui concerne les randonnées, les activités organisées par les offices de tourisme sur le territoire. Alors quand on parle randonnée, on pense plutôt, plus particulièrement à la randonnée pédestre, mais il n'y a pas que cela. Non. À la Martinique, on pratique aussi la randonnée équestre, on pratique la randonnée à vélo, on pratique aussi la randonnée en kayak, disons différents types d'activités qui en ce moment se développent progressivement. Il est entendu que ces activités utilisant le milieu naturel implique automatiquement une protection de ces milieux. Donc, pratique des activités de manière sérieuse, de manière attentionnée. Et c'est vrai que là-dessus, nous sommes assez rigoureux. Nous portons les conseils qu'il faut à ceux aux promoteurs, aux gens qui veulent développer des activités au niveau du milieu naturel. Et à ce sujet, il faut signaler que la charte du parc prévoit qu'il y ait ce qu'on appelle une espèce de code de bonne conduite, à la fois pour les opérateurs, mais aussi pour les personnes qui pratiquent les activités de randonnée sur le territoire. C'est le principe du vase communicant. Il faut donc répondre à cette demande. Est-ce que vous avez assez de guides ou existe-t-il une filière concernant ces guides? Il faut savoir effectivement qu'il y a des professionnels de la randonnée à la Martinique qui sont des diplômés d'État, qui ont leur diplôme, qui ont été formés à Martinique, qui connaissent bien le pays. Il y a environ 25. Sur ces 25, il y a à peu près 5 qui pratiquent de manière opérationnelle, c'est-à-dire qui ont vraiment une entreprise de randonnée. Les autres travaillent dans d'autres structures de loisirs parce qu'effectivement, jusqu'à présent, ils n'ont pas pu trouver la possibilité de s'exprimer comme il faut. Cependant, nous travaillons actuellement avec le Parc naturel régional, avec le CMT, le Conseil général et d'autres, et ainsi que le WADEF, pour essayer de les accompagner, de les aider à se structurer pour pouvoir proposer à la fois à la population locale des balades la montagne Pelée, Grand-Rivière-Prêcheur, sur le sud ou le nord, mais aussi aux touristes. Et là, effectivement, on a mené quelques expériences sur le terrain et on s'est rendu compte qu'il y a des possibilités. Donc ça fonctionne? Ça fonctionne, mais faut-il encore qu'on puisse organiser ces professionnels pour qu'ils puissent répondre à la demande. Bruno Vincent, merci pour toutes ces explications. Merci et j'invite tous ceux et toutes celles qui vont regarder votre émission à venir participer à toutes les randonnées que nous organisons, notamment cette année sur le thème du littoral. Vous nous avez parlé de jeunes tout à l'heure. Et bien justement, je vous propose de retrouver un sujet les concernant. En effet, depuis septembre 2011, des jeunes sont en formation avec pour compagnons des ânes, avec pour but d'emmener des touristes, en effet, sur les sentiers littoraux ou faire du débardage de bois. Un sujet d'Anne-Sophie Bélanger. La porte nord de la montagne Pelée, l'un des sentiers les plus longs, les plus ardus pour accéder à l'un des paysages emblématiques de la Martinique. Une dizaine d'années après les dernières réhabilitations, la nature ici reprend peu à peu ses droits. Pourtant, ce matin, une activité inhabituelle perturbe la tranquillité de la forêt. C'est la première phase d'un projet de réhabilitation des sentiers touristiques de la montagne Pelée. Pour sécuriser le sentier, on est obligé de remettre en place des infrastructures, donc recréer des marches, créer des passages d'eau, des revers d'eau. Alors rien que pour les marches, ce sentier-là, ça représente plus d'une centaine de marches à monter, sachant que les marches, on les fixe avec des barres de fer qui font 60 cm de long et il en faut 2 à 3 par marche. Ça fait à peu près 2 tonnes de matériaux à transporter. Une charge colossale, très complexe à acheminer ici. Alors aujourd'hui, c'est à des renforts très particuliers du parc naturel régional que l'ONF a fait appel. 3 ânes, 2 mulets et une dizaine de personnes pour les guider sur le sentier. Ces âniers muletiers viennent de tous les horizons. Ils partagent pourtant un point commun. Après une période de chômage, ils sont tous ici en réinsertion. Mais pour se remettre en selle, ils doivent aussi composer avec leurs nouveaux collègues au caractère légendaire. Marche, un pas. Lui, ce qu'il veut, c'est la confiance. Quand il y a la confiance, il travaille. Quand il n'y a pas de confiance avec son muletier ou sa muletière,
il y a eu toute une confusion quoi. Là, en ce moment-là, on le conditionne. On le fait voir ça, les obstacles, et puis après, on verra par la suite. Ça vient tout seul quoi. Un contact qui pourtant n'est pas inné et qui réclame des compétences. C'est le parc naturel de Chartreuse dans les Alpes, une région où l'activité est devenue incontournable qui a assuré la formation. Pourtant, si ces ânes, ces mules et ces hommes ont réussi à si vite s'apprivoiser, c'est peut-être parce qu'ils avaient ensemble une longue histoire, un passé commun. Historique patrimoine, ouais, c'est très important. Enfin, c'était dans les champs de canne. On faisait ça lors des récoltes de canne, lors des récoltes des légumes. Les agriculteurs s'en servaient pas très souvent. Les gens pensaient que d'avoir une mule ou une âne, ils voyaient ça d'une œil vraiment négative. Moi personnellement, j'aurais bien envie que les gens vraiment l'apprécient. Parce que c'est un métier de communication. Le sentiment d'être un peu le gardien de ce patrimoine, le porteur d'une longue tradition. Mais certains de ces salariés en réinsertion sont aussi mués par un espoir, celui d'en faire un métier d'avenir. C'est vrai que c'est un métier qui est en voie de disparition, qui est en train de renaître. Donc je dis que c'est une bonne opportunité pour chacun d'entre nous de revaloriser ce métier. Mais de mon côté, c'était plus aussi pour savoir pour les balades, la monte, comment labourer. Parce que moi, je veux faire de l'agritourisme et reconstituer tout ce qu'on faisait à l'époque, quoi. L'agri et surtout l'écotourisme, une nouvelle demande sur laquelle le parc naturel régional tente de se positionner. Ça permet effectivement déjà de redonner vie. Vous savez, quand les sentiers ne sont pas entretenus, en commençant à travailler, vous avez vu qu'il y a quand même une fréquentation touristique, les gens reviennent. Donc, un partenariat avec l'ONF. Et puis, nous avons aussi les agriculteurs qui sont dans des espaces enclavés, puisqu'avec le problème de chlordécone, les agriculteurs sont montés en hauteur. Donc, ils ont besoin de refaire descendre leur production. Une action qui permettra peut-être d'offrir un nouveau souffle à toute une région. Elle aura au moins permis à quelques femmes et hommes, longtemps restés sur le bord de la route, de remonter la pente à petits pas, mais surtout accompagnés sur le chemin. On y va. Marie-Michel Moreau, je suis ravi de vous recevoir. Merci. Vous êtes la responsable de l'antenne Martinique du Conservatoire du Littoral. J'aimerais que vous nous rappeliez ce que dit la loi en ce qui concerne ces sentiers littoraux. Alors, ce que dit la loi littorale, c'est que le littoral est libre et gratuit. Nous avons l'obligation donc de maintenir un passage permettant au public de circuler librement sur ce rivage. Quel est le rôle du conservatoire en la matière ? Le conservatoire a pour rôle de faire découvrir les espaces littoraux au grand public. Et nous utilisons le sentier littoral comme vecteur pour faire découvrir ces espaces littoraux. Donc le sentier littoral, c'est un aménagement léger et réversible qui permet la découverte de ces écosystèmes. Alors, vous l'avez dit, des sentiers sont aménagés. Est-ce qu'il y a des créations en cours ? Oui, nous avons deux sentiers en boucle. Ce sont des sentiers qui sont situés sur le site du Macabou. Nous avons l'habitude d'avoir beaucoup de sentiers linéaires et c'est vrai que le grand public a souvent ce regret de ne pas pouvoir partir d'un point et ne pas revenir sur leurs pas. Donc l'idée du sentier en boucle, c'est de permettre effectivement une découverte un peu plus originale et c'est ce que nous avons créé sur le site du Grand Macabou. Une sorte d'aller-retour en quelque sorte. Voilà, c'est un aller-retour mais qui évite de repasser au même endroit, ce qui peut paraître un peu rébarbatif, tout à fait. Absolument. Oui. Vous êtes propriétaire, j'entends par là le conservatoire du littoral, bien entendu, de certains terrains. Si par hasard, entre guillemets, il arrive que des privés aient bâti sur ce terrain, que se passe-t-il ? Tout simplement, une démolition, c'est immédiat. Il faut savoir que sur les terrains du Conservatoire du Littoral, les constructions sont interdites. Nous avons donc l'obligation de conserver cet espace en l'état naturel, donc l'obligation de procéder à une démolition immédiate. Et nous avons les outils juridiques qui nous permettent de procéder à ces démolitions. Nécessaire pour cela, il n'y a aucun recours, bien entendu. C'est sans appel. Dites-moi, c'est vrai que vous l'avez dit, il y a des aménagements donc, qui se font
tout au long de l'année, depuis pas mal de temps. Est-ce que vous avez d'autres sentiers en cours de réalisation? Alors nous avons des sentiers en boucle. L'avantage du sentier en boucle, c'est qu'il nous permet de découvrir un espace naturel littoral qui est un petit peu moins ennuyeux que le sentier longitudinal linéaire qu'on retrouve généralement le long du rivage. On a vraiment une demande, un engouement pour des parcours qui soient un petit peu moins rébarbatifs. Donc le conservatoire effectivement a créé deux petites boucles de sentiers sur le domaine du Grand Macabou au Marin. Donc c'est un pain béni, si je puis dire, pour tous ceux qui aiment ce genre de loisirs. Tout à fait, effectivement. Alors dites-moi, il y a effectivement les sentiers terrestres, mais je crois que vous avez envie d'aller bien au-delà. C'est vrai. Jusqu'à maintenant, le Conservatoire du littoral s'était attaché à réaliser des aménagements qui s'arrêtaient à la limite haute du rivage. L'idée, c'était de poursuivre au-delà, c'est-à-dire au niveau des fonds marins. Nous savons qu'en Martinique, nous avons des espaces sous-marins extraordinaires à préserver. Donc, l'objectif, c'était de faire découvrir ces écosystèmes à travers la réalisation d'un sentier sous-marin. Donc un sentier qui part de la partie terrestre, bien sûr, et qui se prolonge en mer. Techniquement, comment cela se passe-t-il ? Alors, il y a un gros travail de conception en amont à faire réaliser, ce qui a déjà été fait. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'aménagements spécifiques qui supportent bien évidemment l'immersion sous l'eau. Alors, il y a d'autres exemples qui existent déjà en dehors de la Martinique et qui fonctionnent très bien. Et nous avons, donc ce n'est pas une première en soi, mais ce sera une première pour la Martinique. Donc, exemple à suivre en tous les cas que vous avez fait. Et alors, est-ce que nous avons un délai dans le temps ? Nous espérons que ce sentier sous-marin puisse être mis puisse être exploité en fait par le grand public au moins d'ici la fin de l'année. Les travaux, nous espérons, pourront démarrer en septembre de cette année, si tout va bien. Marie-Michèle Moreau, il ne me reste plus maintenant qu'à vous remercier. Merci à vous. Vous avez parlé de grandes boucles tout à l'heure, transition toute trouvée pour retrouver un sujet d'Arthur Beaufils concernant un guide accompagnateur qui nous emmène dans la boucle du Macabou. Et maintenant, direction le sud de la Martinique avec René Dersion, guide de randonnée professionnel. La boucle Macabou permet aux marcheurs de sillonner les paysages typiques de la région. Ce sentier, accessible à tous, est une balade formidable pour toute la famille. Mais pour ce circuit, quelques règles de base s'imposent. Il faut être déjà bien équipé, avoir un sac à dos. Surtout, si on commence par le commencement, avoir pris un bon petit déjeuner et dans ce secteur, casquette, un bon petit casse-croûte qu'on mettra dans le sac et surtout de l'eau, compter grosso modo 1,5 litre par personne. Et débuter la balade assez tôt. Quand il est 7 h du matin, il faut déjà avoir commencé cette randonnée. Alors que dans le nord, on peut débuter une balade aux environs de 9 h, 9 h 30, puisque il y a la fraîcheur, il y a les sous-bois qui sont beaucoup plus importants. Il y a des aspects totalement différents et ces différences, cette diversité, à mon avis, et fait aussi la richesse de la Martinique, ce tout petit territoire avec ses multiples facettes. C'est ça la richesse de ce pays. Donc ici nous sommes au niveau de la rivière Marcel qui est un des rares points d'eau de ce secteur. Parmi ses nombreuses compétences, le guide de randonnée est un expert de la flore. Alors, dans ce milieu sec, très aride même, on va trouver des cactus et des acacias. Se faire accompagner sur les sentiers, c'est aussi l'occasion de découvrir les espèces qui nous entourent. Toutes ces haies de glycéria, c'est très intéressant, surtout qu'aujourd'hui les glycérias ont tendance à disparaître chez nous. Ce pays, par définition, a une biodiversité extraordinaire. D'ailleurs, je profite pour vous dire que la Martinique fait partie des hotspots, donc des pays, des points chauds. Chez nous, c'est par exemple 400 espèces d'arbres, près de 2000 plantes à fleurs, une vingtaine d'espèces de fougères, donc une végétation qui est hyper importante. On a répertorié sur l'ensemble des départements et les Petites Antilles plus de 1000 plantes médicinales. C'est extraordinaire, c'est une véritable pharmacie. Les sentiers sont propices à différentes activités, randonnée pédestre, mais aussi randonnée équestre. Ils sont exclusivement aménagés pour favoriser l'écotourisme. On peut d'ailleurs s'étonner du manque de poubelles sur le parcours. On a vu l'expérience à la Montagne Pelée. Il y avait quelques poubelles qui étaient mises par une institution. Quelques mois après, c'était de vrais dépôts. Il a fallu du temps pour nettoyer la Montagne Pelée. Donc c'est pour ça qu'il faut éduquer les gens, il faut que les gens se prennent en charge. C'est quand même trop facile de dire qu'il faut des poubelles, mais bon, charge à nous de ramener nos ordures.
Faire découvrir la Martinique, sensibiliser les marcheurs, c'est plus qu'un métier. Un de mes objectifs, c'est d'être un petit peu le médiateur. Si j'ai réussi à leur transmettre ma passion pour ce métier, j'aurais gagné. Après, charge aux gens d'avoir un comportement citoyen et écologique. Les amis, ici nous sommes sur la plage du Grand Macabou. Aujourd'hui, la Martinique peine à se démarquer en tant que destination verte. La faute, selon certains, à une communication qui ne va pas toujours dans ce sens. Aujourd'hui, la demande elle est là. Allez, à bientôt. La Martinique est en train d'être reconnue comme une destination verte. Aujourd'hui, il y a un potentiel. Il y a d'autres départements ou d'autres pays proches qui sont en train de nous damer le pion. Donc il faut qu'on soit performant très rapidement. Car l'île pourrait rivaliser par exemple avec la Dominique, sa concurrente la plus proche. Grâce à ses atouts, il y a des perspectives d'espoir pour la randonnée martiniquaise. Les sentiers qui jalonnent les paysages magnifiques de l'île aux fleurs offrent une belle récompense à tous les courageux. C'est la récompense effectivement parce qu'on a un point de vue magnifique, un superbe panorama sur le versant est de la Martinique avec la montagne du Vauclin qui domine cet environnement. Et puis on a toute une variété de bleu, bleu ciel, bleu azur et on va se contenter de cette image magnifique de tout ce bleu parfait. Et bien voilà, c'est terminé pour cette édition consacrée aux sentiers littoraux. Remerciements à la ville de Sainte-Luce ainsi qu'à tous nos partenaires. Vous pouvez nous retrouver sur notre site www.latitudecaraïbes.com ainsi que sur notre page fan. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Latitude Caraïbes.